Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information. Bonne rupture. Tout d'abord les titres. Présentation aujourd'hui à la douane de l'étude du temps nécessaire à la main levée des marchandises. Détail dans ce journal. Ensuite, fin sur l'ensemble du territoire des épreuves du second groupe du BEPC. D'autres précisions dans cette édition. Pour commencer, je vous fais part de cet extrait du communiqué de presse de la CEDEAO, dans lequel le chef de l'État sénégalais et président en exercice de la CEDEAO, Macky Sall, condamne fermement les attentats terroristes criminels survenus dans le nord-ouest du Nigeria, qui ont fait ces derniers jours plus de 150 morts et de nombreux blessés. Aussi, le président Macky Sall en appelle-t-il à une mobilisation internationale accrue en vue de mettre fin au terrorisme et à l'extrémisme violent. À cette fin, le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO appelle à la tenue rapide du sommet des chefs d'État de la CEDEAO et de la communauté économique des États de l'Afrique centrale prévu à Malabo pour mettre en place une stratégie commune de lutte contre les mouvements terroristes. Ensuite, la détection des fuites qui ont entaché le déroulement des épreuves du baccalauréat session 2015 a provoqué incompréhension et indignation au sein de la population. Ce qui suscita ce commentaire à la rédaction de la télévision Labari que je vous propose de suivre. La corruption de ce qu'il y a de meilleur est la pire. Cette formule s'applique parfaitement à la catastrophe qui vient de s'abattre sur le déroulement des épreuves du baccalauréat session 2015. En effet, la situation telle qu'elle se présente actuellement est grave, très grave même. De mémoire des Nigériens, une telle ampleur d'explosion et de propagation de fuite des épreuves du baccalauréat n'a jamais été enregistrée comme celle de cette année. À la faveur des téléphones cellulaires et des réseaux sociaux, très vite la tricherie a été mise à nu sur l'ensemble du territoire, obligeant le ministère de l'Enseignement supérieur à annuler les épreuves d'histoire-géographie et de mathématiques de la série A. Cependant, cette réaction du ministère semble sonner comme le médecin après la mort. Et beaucoup de Nigériens sont aujourd'hui dubitatifs pour cause le ver est dans le fruit. De ce fait, la logique mathématique qui s'impose ici est la suivante. Si la série A a été entachée d'irrégularités, nécessairement les autres séries ne peuvent échapper à la contagion. À ce niveau, l'incompétence du ministère de l'Enseignement supérieur dans l'organisation des examens est criarde. L'option correcte du ministère aurait dû être soit d'annuler totalement les épreuves, toutes séries confondues, ou bien surprendre les candidats de la série A par d'autres sujets de remplacement. Le malaise est énorme et rien ne peut le suspendre, si ce n'est la reprise intégrale des examens, toutes catégories confondues. L'affaire telle qu'elle se voit est lourde de conséquences, car elle démontre l'incapacité du gouvernement actuel à combattre la corruption, la tricherie et l'interventionnisme dans le déroulement des grands examens, à l'occurrence le baccalauréat. Bien plus, cette situation de fraude qui éclabousse le baccalauréat 2015 est le symbole de la maladie qui gangrène le système éducatif nigérien dans son ensemble. Et les germes de cette maladie sont les enseignants qui dispensent un mauvais encadrement, des élèves qui ne comprennent rien, le tout observé sous l'œil laxiste des autorités au plus haut sommet. Aujourd'hui, la réaction du gouvernement est trop facile lorsqu'il dit vouloir détecter les auteurs de la fraude afin de les châtier. Car comme on le sait, la culture de l'impunité qui a étendu ses tentacules sur l'ensemble de la vie sociale n'est pas la priorité absolue des gouvernants actuels. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités en ordonnant l'annulation pure et simple des présentes épreuves du baccalauréat et leur reprise à une date ultérieure. Face à la fraude, les méthodes de répression doivent être radicales. Il y va de la crédibilité qui entoure l'octroi du baccalauréat, mais aussi des autres diplômes au Niger. Pour sa part, le syndicat national des enseignants du Niger a condamné l'acte de fraude qui a été détecté au cours de la session 2015 du baccalauréat. Le secrétaire général du SNEN, Abdou Abdourahmane, se prononce ici sur cette affaire de tricherie. Nous avons appris avec beaucoup de stupéfaction ce qui s'est passé
tout cas à l'issue des épreuves du baccalauréat, puisque ça a été quand même inédit, parce que ça fait déjà quelques années que nous n'avons pas assisté à une fraude de cette manière, où les épreuves sont déjà dehors avant le début des épreuves. Et nous avons les épreuves de mathématiques, il semble, et d'histoire géo qui sont déjà sur Facebook, sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est une situation vraiment qui est très déplorable. Ça met à nu, en tout cas, les défaillances qu'il y a dans l'organisation de cet examen-là au niveau de toute la chaîne de l'organisation du baccalauréat. Il faut regarder au niveau du service des examens du baccalauréat ou bien au niveau des jurys. Parce que vous savez que les épreuves des examens ne sont pas livrées en tout cas de n'importe quelle façon. C'est les présidents des jurys seulement qui ont en tout cas la paternité de prendre les épreuves avant le début des épreuves. Si aujourd'hui donc déjà hier les épreuves étaient déjà dehors, ça veut dire que il faut regarder maintenant au niveau de la chaîne entre le service des examens et les présidents des différents jurys qui ont en charge en tout cas ces épreuves-là, qui est fautif. Il faut démasquer effectivement ces fautifs-là, il faut les châtier parce que nous avons aujourd'hui le baccalauréat est un diplôme qui donne accès aux études universitaires, aux études supérieures. Et si aujourd'hui, déjà avec les normes internationales qui sont établies, si on constate qu'effectivement la fraude fait regain au niveau de notre pays, cela discrédite en tout cas les diplômes aux yeux de nos partenaires au plan international. Parce que des mécanismes ont été mis en œuvre pour que cette fraude soit minimisée, mais cela nous surprend que cette année encore ça revienne. C'est en cela que nous pensons qu'il va falloir donc regarder de très près comment organiser effectivement les services des examens du baccalauréat et sur toute la chaîne et quelles sont les défaillances qui sont liées effectivement à cette organisation-là pour qu'on puisse trouver des solutions durables. Les épreuves du second groupe du BEPC ont pris fin cet après-midi sur l'ensemble du territoire national, avec l'épreuve d'histoire-géographie et celle d'études islamiques pour les candidats des écoles franco-arabes. Michel Deji et Ibrahim Abdou pour le reportage. Ils sont plus de la moitié des candidats admis à cette session 2015 du BEPC à passer ces secondes épreuves écrites. En réalité, il s'agit de donner une chance supplémentaire aux candidats qui n'ont pas totalisé les points requis pour être admis au premier groupe. Et ils subissent ces épreuves de deuxième groupe dans les matières où ils ont des insuffisances, c'est-à-dire là où ils n'ont pas la moyenne. Vous avez 128 points au deuxième groupe, on vous demande maintenant de chercher les points supplémentaires pour arriver à 160. Sauf instruction du ministère des enseignements secondaires, tout celui qui ne totalise pas les 160 points ne sera pas déclaré admis. Les candidats de leur côté ne perdent pas encore leur optimisme. Dans l'ensemble, on a trouvé les épreuves ont été abordables vraiment par rapport au premier groupe. Mais on prie le bon Dieu pour réussir. Les sujets du deuxième groupe, je trouve ça un peu bon et je souhaite aussi que le bon Dieu puisse nous donner la chance pour aller mettre au deuxième groupe. Corriger aussitôt sur place sous l'anonymat les résultats de ces secondes épreuves écrites de la session 2015 du BEPC vont commencer à être rendus publics dès ce dimanche 5 juillet 2015 dans certains jurys. Ensuite, le coordonnateur exécutif du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire, Ali Idrissa, qui séjourne en France, a accordé un entretien au journaliste Siddiq Abba du journal Monde Afrique. L'entretien a porté sur le partenariat Niger-Areva relativement à l'exploitation de l'uranium du Niger. Je vous offre de suivre un extrait avant de retrouver l'intégralité en fin de journal. Pour nous, il est simple. Areva a signé une convention avec le Niger en 2009 pour pouvoir exploiter Imuraren, qui sera la plus grande mine à ciel ouvert de par le monde même et en Afrique. Donc, qui créera au moins 6 000 emplois directs et indirects pour les citoyens nigériens, qui générera
des ressources supplémentaires pour le budget national. Areva a signé pour tout ça pour 2012. Aujourd'hui, nous sommes au regret de constater qu'en 2015, Areva refuse et continue à considérer que Imouraren est une réserve pour Areva et refuse de l'exploiter immédiatement. Il est clair, la loi nigérienne dispose que, en cas de refus de l'opérateur, c'est-à-dire de la compagnie, de pouvoir exploiter un permis, ça tombe dans le patrimoine de l'État. Et le gouvernement nigérien, si tant est qu'il n'est pas encore faible vis-à-vis de Areva, doit pouvoir mettre ce permis sur le marché international et le vendre à qui peut l'exploiter tout de suite et maintenant. Parce que nous, notre développement ne peut plus attendre, ne peut plus être lié aux velléités, à l'agenda de Areva. Nous avons besoin tout de suite et maintenant de ressources supplémentaires pour faire le développement de notre pays. Présentation ce matin à la Direction générale des douanes d'une étude portant sur le temps nécessaire à la main levée des marchandises afin de faciliter les échanges commerciaux. 5 corridors ont servi à cette étude présentée à la presse par le directeur général adjoint des douanes. Le résumé avec Adamou Soumana et Aboubakar Souley. La présente sortie médiatique des responsables des douanes nigériennes vise à porter à la connaissance de l'opinion publique les résultats d'une étude menée sur le temps nécessaire pour la main levée des marchandises. Une étude basée sur la méthodologie du guide de l'Organisation mondiale des douanes, dont l'objectif principal est de détecter les goulets d'étranglement au niveau des procédures douanières afin d'étudier les raisons de retard dus à la douane et ou d'autres acteurs. L'étude a permis de faire les constats suivants. L'absence d'une source d'énergie fiable, l'instabilité du réseau Sidonia, système automatisé de dédouanement des marchandises, l'absence d'un système de sélectivité non automatisé des contrôles de déclaration, des procédures trop nombreuses, manuelles et variables d'un bureau de douane à un autre pour les mêmes régimes douaniers et les mêmes marchandises. L'insuffisance et l'inadaptation des équipements informatiques et de télécommunications. Le mauvais état des routes, notamment les tronçons Dela Dosso et Dosso Koni. Le manque de permanence dans les bureaux de douane et dans les services des autres acteurs impliqués dans le processus de dédouanement. La vétusté des véhicules de transport de marchandises. Des temps d'escale injustifiés des transporteurs le long des trajets. La multiplicité des postes de contrôle le long des corridors. L'éparpillement géographique des acteurs. Le déficit de communication entre les acteurs et l'amateurisme de certains opérateurs en douane agréés. Des constats amers relevés au niveau des 5 corridors ayant fait l'objet d'études sur le temps nécessaire pour la main levée des marchandises. Une main levée pour l'amélioration de laquelle l'étude recommande. Assurer la fourniture en énergie de secours dans les bureaux et postes de douane suivants. Makalondi, Torodi, Gaya, Galmi, Danissa, Damborto et Tinkim. Assurer l'extension et la stabilité du système de dédouanement automatisé des marchandises Sidonia au niveau de la douane et des autres acteurs de la chaîne logistique. Mettre en œuvre un système de sélectivité automatisé de contrôle. Élaborer et vulgariser un manuel de procédures, délais et de coûts en douane. La mise en place d'un système de contrôle, de sanctions et de promotion. Dématérialiser les procédures par l'informatisation. Guichet unique électronique. Assurer la permanence des services au niveau des acteurs. Mettre en place un guichet unique automobile au bureau de douane Niamey spécialement de transport. Interconnecter tous les commissionnaires en douane agréés au réseau Sidonia. Réhabiliter les tronçons de routes dégradées Dela Dosso et Douchi Koni. Accélérer la mise en œuvre du projet de renouvellement du parc automobile. Fixer et faire respecter les délais de route par les transporteurs conformément aux dispositions en vigueur et appliquer les sanctions prévues à cet effet.
mettre en application le règlement 14-2005, Commission de l'UEMOA, relatif à la charge à l'essieu. Cette étude prouve si besoin est le souci de la Direction générale des douanes nigériennes pour un essor du commerce international dont l'un des facteurs est le dédouanement rapide des marchandises. Je vous laisse maintenant avec la partie magazine consacrée à l'entretien accordé par le coordonnateur du Rotab Ali Idrissa au journaliste Sidik Abba du journal Monde Afrique à Paris en France. L'entretien avait porté sur l'exploitation de l'uranium du Niger par Areva et la mission de l'Observatoire pour le suivi des élections OPEL. Très bonne réception et passez une excellente soirée. Ali Idrissa, bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Monde Afrique. Avec vous, nous allons faire le tour des relations entre le Niger et Areva et nous allons conclure avec le processus électoral qui devait normalement aboutir à la présidentielle de 2016 au Niger. Nous allons tout de suite commencer cet entretien. Areva a déclaré pour l'exercice 2014 un déficit de 4,8 milliards. Est-ce que cette situation, cette mauvaise santé financière de Areva peut avoir des répercussions sur ces deux filiales au Niger? D'abord, merci à vous de nous avoir donné cette opportunité. Mais il faut se rappeler et dire que le déficit actuel de l'Areva au niveau international ne concerne en rien ces filiales au Niger. Cominac et Somaïr, ce sont des sociétés qui se portent à merveille. Seulement, peut-être des mines en fin de vie. Dans les 5-10 ans à venir, il faut se dire que ce sont des ressources non renouvelables et qui vont tendre à disparaître. Mais on a vu quand même ces deux compagnies garder leur production. Ça veut dire qu'il n'y a rien à voir avec ce qu'Areva annonce qu'on perd au niveau international. Et aussi, même au niveau international, il faut se dire quand même que ce sont des choix économiques de gouvernance de Areva qui ont amené Areva dans cette situation. Ce n'est pas parce que cette filiale est non rentable, ce n'est pas parce qu'il y a une crise au niveau avec les filiales ou bien avec le groupe Areva par rapport à ses ventes. Areva, c'est une compagnie qui a des contrats à longue durée. À durée indéterminée, même des fois sur 5-10 ans ou bien à long terme avec ses clients. Ce n'est pas celui qui monte chaque jour sur le marché essayer de vendre de l'uranium. Non, à l'évidence, donc on ne peut pas se dire que ça a été des choix économiques où on peut se dire qu'il y a eu de la corruption, il y a eu de la mauvaise gestion de Areva dans ce domaine. Vous prenez l'exemple de Uramine qui n'a pas encore cessé de parler d'elle, cette opération de Areva qui lui a valu la perte de plusieurs milliards de... Est-ce que, puisque Areva envisage un plan social, est-ce qu'il n'y aura pas de répercussions sur l'emploi dans les filières au Niger? Aujourd'hui, même au Niger, Areva envisage de licencier du personnel nigérien. Mais quand nous avions fait l'analyse, il s'agit du personnel qui n'a aucune conséquence sur les résultats d'exploitation de l'Areva. Ça veut dire que ça ne fera pas un grand bénéfice ou bien à Areva à pouvoir se débarrasser de ces gens. C'est juste pour nous une manière pour Areva de faire pression sur le peuple nigérien qui n'a cessé de réclamer aussi pouvoir faire son développement avec les ressources naturelles du sous-sol. Areva est première mondiale grâce à l'uranium nigérien. Areva est au Niger depuis 1971. Nous ne pouvons pas comprendre qu'aujourd'hui le Niger, qui continue à être dernier en matière d'indice de développement humain, qui continue à attendre la main pour même pouvoir faire son autosuffisance alimentaire, qu'on dise que Areva se lève au beau jour, dire que non, on va pouvoir empêcher au Niger de pouvoir encore bénéficier des ressources provenant du développement. Vous avez été justement en première ligne lors des dernières négociations pour équilibrer ces relations entre Areva pour qu'elles soient plus équilibrées. Est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas toujours satisfait de ce que le Niger a obtenu dernièrement? Le Niger n'a rien obtenu dernièrement. Le Niger a un gouvernement très faible quand il s'agit de Areva.
Donc, du fait, aujourd'hui encore, nous continuons à réclamer du gouvernement, si tant est qu'ils ont signé des conventions, des nouvelles conventions avec Areva, de les publier conformément à la loi nigérienne, à la constitution nigérienne qui rend obligatoire la publication des contrats et des conventions. Ça n'a pas été fait. Jusque-là, on continue à attendre, on continue à exiger du gouvernement la publication. Nous continuons à même nous douter. Et de sources proches des négociations, Areva continue à refuser d'apposer sa signature sur ces conventions. À ce jour encore, ça veut dire que les conventions qui prévoient le respect du code de 2006 n'ont peut-être pas été signées. Pire, annoncé par un conseil des ministres en novembre au Niger, 2014 au Niger, ces n'ont pas encore été signés, ne sont pas disponibles conformément à la constitution nigérienne qui demande à ce qu'on les publie dans le journal officiel. Dans les conditions actuelles de la santé financière de Areva, est-ce qu'on peut justement envisager l'ouverture de la moune d'Imouraren en 2017 comme il a été annoncé ici? Pour nous, il est simple. Areva a signé une convention avec le Niger en 2009 pour pouvoir exploiter Imouraren, qui sera la plus grande mine à ciel ouvert de par le monde même et en Afrique. Donc, qui créera au moins 6 000 emplois directs et indirects pour les citoyens nigériens, qui générera des ressources supplémentaires pour le budget national. Areva a signé pour tout ça pour 2012. Aujourd'hui, nous sommes au regret de constater qu'en 2015, Areva refuse et continue à considérer que Imouraren est une réserve pour Areva et refuse de l'exploiter immédiatement. Il est clair, la loi nigérienne dispose que, en cas de refus de l'opérateur, c'est-à-dire de la compagnie, de pouvoir exploiter un permis, ça tombe dans le patrimoine de l'État. Et le gouvernement nigérien, si tant est qu'il n'est pas encore faible vis-à-vis de Areva, doit pouvoir mettre ce permis sur le marché international et le vendre à qui peut l'exploiter tout de suite et maintenant. Parce que notre développement ne peut plus attendre, ne peut plus être lié aux velléités ou à l'agenda de Areva. Nous avons besoin tout de suite et maintenant de ressources supplémentaires pour faire le développement de notre pays. On va terminer avec cette question, puisque vous avez aussi une autre casquette, celle de président de l'Observatoire pour le suivi des élections, qui a été mis en place par la société civile nigérienne. Vous avez décidé de mettre cet organe parce que vous avez une crainte pour les élections prochaines? Oui, tout le monde le sait. Les élections en Afrique, c'est toujours source de conflit. Donc pour prévenir ce conflit dans notre pays, il est question de baliser le terrain en vue d'avoir des élections libres, transparentes et honnêtes qui nous conduira à avoir de nouvelles autorités en avril 2016 dans notre pays. Et c'est pour ça que la société civile a pris toutes ses responsabilités pour pouvoir mettre cet observatoire-là en place en vue de prévenir toute crise, toute contestation. Et l'observatoire n'est pas dirigé contre quelqu'un. Mais il y a tout le monde dans l'observatoire. Nous prenions des élections libres, transparentes et honnêtes. Celui qui est contre des élections libres et transparentes, nous sommes contre la personne, nous sommes contre la structure. Mais pour nous, c'est le peuple nigérien qui a toujours souhaité et toujours eu revendiqué les élections libres et transparentes. Nous ne sommes contre aucune formation politique, nous ne sommes contre aucune tendance politique. Nous sommes pour que le peuple nigérien puisse avoir des autorités qui sont élues et qui seront élues démocratiquement à la fin du scrutin. Ali Idrissa, merci. Merci à vous.